Salut la communauté de coups critiques, on se retrouve encore avec moi-même, Pépé, qui vient en fait vous annoncer déjà un très bon mois de spookiness, d'horreur pour l'Halloween, le mois d'Halloween que j'aime tant l'appeler, le mois d'octobre, mais également pour vous présenter ma première vidéo de ma série sur les sous-genres horrifiques. J'ai déjà fait une première vidéo où j'abordais l'horreur dans Donjons Dragons, et par la suite je me lance, ou plutôt j'avais prévision de me lancer dans une série de courtes vidéos où j'allais explorer différents sous-genres de l'horreur et vous donner en fait quelques trucs pour pouvoir l'animer à votre table selon le jeu que vous affectionnez, bien sûr. Fait que ça va être bien simple, je vais essayer de faire ça bien court, même si je ne promets rien, parce que comme d'habitude, mes vidéos sont beaucoup trop longues. Mais on commence ainsi. Je vais débuter avec un sous-genre horrifique qui, je crois, est très populaire et très connu et très répandu aussi dans le jeu de rôle, et je parle de l'horreur cosmique. Qu'est-ce qu'on entend par horreur cosmique? Eh bien, c'est un sous-genre qui est influencé vraiment par ce qu'on appelle le cosmisme, qui est en fait la prise de conscience de cette insignifiance de l'être humain et de la vie humaine face à l'immensité de ce qui peut exister au-delà de notre compréhension dans l'espace, par exemple, ou autre chose. Je vous fais ça bien simple, là, on ne va pas partir non plus sur des théories philosophiques sur le genre, mais c'est un type d'horreur qui va beaucoup mettre de l'avant, on va dire, le nihilisme existentiel, l'inutilité de notre existence, ainsi que le pessimiste philosophique, où est-ce que tout va mal et tout va mal aller. Et c'est un type d'horreur qui, je crois, est quand même très populaire parce qu'il est souvent mis de l'avant par le fameux jeu Call of Cthulhu, même si beaucoup de scénarios de Call of Cthulhu ne vont pas nécessairement rentrer dans ce moule-là. Tout de même, on s'entend que H.P. Lovecraft a été un très grand train motorisé pour mettre de l'avant ce type de sous-genre horrifique. Là, je vais un peu aborder, si on veut, comment est-ce que vous pourriez mettre sur la table ce type d'horreur-là en prenant quelques thèmes vraiment importants, justement, de ce sous-genre-là. Fait qu'on va commencer avec l'humanité étant insignifiante. Ça peut être plus difficile dans un contexte où, justement, vous voulez intégrer narrativement, sans nécessairement rentrer dans les règles, ce type d'horreur sans pour autant trop sortir de la prémisse de base du jeu dans lequel vous voulez jouer. Si on prend par exemple justement Donjons Dragons, souvent les personnages sont très forts, sont très puissants, puis ils peuvent tout faire blablabla, pou pou pou. Alors du coup, c'est comme un peu difficile de dire qu'on est insignifiant alors qu'on est capable de détruire un dragon avec genre notre épée magique, des choses comme ça. Fait que je pense que pour un jeu qui est moins porté vers ça, mais que vous souhaitez tout de même intégrer de l'horreur cosmique, c'est important de laisser planer, de laisser sous-entendre que l'existence des personnages, malgré leur héroïsme, n'est qu'une poussière dans le contexte de la partie. On va prendre par exemple un prêtre qui rentre dans un temple impie, qui veut communiquer avec son dieu pour avoir des infos sur ce temple-là. Eh bien, son dieu ne lui répond pas. On parle, par exemple, un mage qui n'est pas capable de décortiquer un livre de sorts qui est écrit dans une langue que même un sortilège ne veut pas vraiment déchiffrer. Un guerrier qui n'est pas capable de blesser une créature informe de tas, on va dire de chair qui n'est pas reconnaissable par aucun manuel de monstre, par exemple. Le but, c'est de montrer que la capacité des joueurs a une certaine limite, ce qui va en quelque sorte ébranler leur sécurité de force et leur sécurité en tant que héros. Par la suite, on pourrait parler aussi, par exemple, des connaissances interdites qui rendent, on va dire, les gens plus fragiles mentalement, qui vont les approcher tranquillement de la folie. On va, par exemple, implanter des savoirs qui ne peuvent qu'apporter un certain malheur aux personnages, des NPC qui pourraient, par exemple, mettre fin à leur jour parce qu'ils ont décortiqué des vieux parchemins, ou un personnage qui devient tranquillement corrompu par ce qu'il lit, et qui fait des cauchemars d'un lieu qu'il ne connaît pas et qui semble être le contraire absolument de tout ce qui est normal dans le contexte du jeu. Donc, c'est vraiment de pousser le fait que, oui, les personnages réussissent à accomplir des choses, à on va dire, accumuler certaines informations, certaines richesses, mais il y a tout le temps un contre-coup à ça qui est beaucoup, presque autant, ou sinon plus terrible que les avantages qu'ils vont avoir au final. On pourrait ensuite parler de la réalité qui devient floue aux frontières. Par exemple, on parle sur jouer les mirages, les visions des joueurs, faire référence à des choses que les joueurs n'ont vues qu'en songe, en rêve. Décrivez sans nommer.
Ça, c'est vraiment, je pense, un aspect qui est très important. Décrire sans nommer un monstre, le décrire sans vraiment spécifier quel type de monstre que c'est, sans dire, OK, ben vous vous battez contre une harpie. C'est l'exemple concret de expliquer un éléphant à un aveugle. Dans le sens, c'est comme une expression pour dire, essayer de décrire un éléphant à quelqu'un qui a toujours été aveugle, ça en revient à décrire des formes géométriques qui, ensemble, dans le fond, n'ont aucun sens. Et c'est un peu ça aussi, c'est d'essayer d'apporter un côté qui est très onirique à la description et ainsi à ce que les joueurs peuvent voir. Pareil pour les songes, pareil pour, on va dire, ce qu'ils pensent savoir, mais qu'au final, c'est quelque chose d'autre, quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre ou quelque chose qui n'a aucun sens dans la situation actuelle. Et finalement, chose qui ne devrait pas être. Là aussi, je trouve que c'est touché comme pour implanter ce type de mécanique-là, ce type de parce que c'est purement narratif. Ce que je vous dis là, c'est pas du tout soutenu par aucune mécanique. Là. Purement narrativement, chose qui ne devrait pas être, c'est touché parce que dans le contexte où est-ce que, par exemple, on prend le jeu Donjons Dragons ou un autre jeu médiéval fantastique, c'est les jeux qui sont les plus souvent joués, c'est un contexte où est-ce que c'est difficile d'inclure quelque chose qui ne doit pas être dans une situation où est-ce qu'il y a de la magie. Et là, je pense que c'est le moment de tordre, si on veut, les limites de la réalité. Peut-être implanter des éléments qui ne sont pas régis par les règles. Par exemple, des effets surnaturels qui sont bien au-delà de ce que la connaissance d'un personnage pourrait avoir, ce que les connaissances d'un personnage pourrait avoir, mais également aussi les connaissances du joueur. Parce que c'est là aussi, on va dire, la ligne où est-ce que si on se prête au jeu de vouloir jouer à une aventure horrifique, on est prêt à disons, à être ébranlé autant pour notre personnage, mais aussi le joueur, parce que sinon, bien, il n'y a comme pas d'avantage vraiment de jouer un jeu, parce que, on va dire, simuler le sentiment que peut nous apporter un événement horrifique, c'est quand même très difficile. Donc, je pense que ça vaut le... C'est comme important, en quelque sorte, de mettre de l'avant le fait que vous devez mettre des indices, mettre des éléments de jeu que le joueur aussi ne comprendrait pas, même s'il connaît par exemple le bestiaire du bout des doigts. Donc mettre un monstre qui n'est pas ce qu'il semble être, mettre un monstre mais lui donner d'autres stats d'un autre monstre, par exemple d'autres caractéristiques d'un autre monstre, c'est pour ainsi dire mêler ou confondre le joueur dans justement, on va dire, la compréhension de quelque chose qui ne devrait pas être. On parle par exemple aussi des effets surnaturels qui sont bien au-delà des connaissances des personnages, comme j'ai mentionné, des éléments qui ne sont pas dans un cadre ou d'une action, c'est-à-dire des éléments que les joueurs ne peuvent pas influencer, quelque chose qui va en dehors d'une action, je bouge, j'attaque. Vraiment, c'est là où est-ce que je trouve que c'est important de sortir d'un carcan qui est très rigide pour justement se donner un peu plus de liberté afin d'intégrer des éléments narratifs qui vont, disons, marquer les joueurs et leurs personnages par le fait même. Bref, je trouve que c'est le genre cosmique, pour comme compléter un peu sur la mise en pratique, c'est un genre qui est adapté à beaucoup de jeux, mais qui n'en demeure pas moins que c'est beaucoup plus facile à implanter dans certains types, on va dire, de gamme plus que d'autres, comme Call of Cthulhu, plus facilement que, par exemple, justement, Donjons Dragons. Je pense que c'est un sous-genre horrifique qui doit être mis sur la table de manière claire, parce qu'un groupe de joueurs qui est plus souvent autrement habitué à jouer des personnages héroïques, jouer des personnages qui vont accomplir, qui peuvent faire des choses incroyables, eh bien, ça peut être un grand frein, ça peut refroidir énormément ces personnes-là qui sont habituées d'accomplir de grands faits d'armes, alors que soudainement, ils vont être confrontés à des choses qui vont complètement les dépasser. Parce que c'est ça aussi l'horreur horrifique, c'est l'insignifiance de votre existence face à une problématique, face à un monstre, face à une divinité qui va au-delà de la compréhension on va dire, les limites de la réalité. Donc, quelqu'un qui est vraiment habitué d'être la superstar et de combattre absolument tout ce qu'il affronte va peut-être trouver ça plate, voire contraignant, de devoir faire face à des choses que son personnage et lui-même, en tant que joueur, ne peut pas comprendre. Donc, je trouve que c'est important de mettre de l'avant, on va dire, pas la compréhension, mais mettre de l'avant en tant que DM que ça va être ce type d'horreur-là qui va être présent dans l'aventure.
Et pour conclure, en fait, les références, c'est-à-dire certains jeux que je trouve qui peuvent bien s'apporter ou s'adapter à ce type de sous-genre. Et bien sûr, il y a la très grande famille Cthulhuesque, c'est-à-dire l'ensemble des jeux de Call of Cthulhu, que ce soit l'appel de Cthulhu pour du très classique, si vous voulez vraiment jouer à la base de qu'est-ce que l'appel de Cthulhu, c'est ça. Trail of Cthulhu, qui est pour un système qui est un peu plus basé sur l'investigation. Même chose pour The Yellow King RPG, qui est aussi un système qui est un peu plus basé sur l'investigation avec le Gumshoe système. On va parler de Cthulhu Dark, si vous voulez avoir une narration qui est plus partagée. Le Mythos World, si vous voulez un jeu qui est beaucoup plus narratif. Le Cthulhuac, si vous voulez du old school. Puis ensuite, si admettons, vous voulez par exemple de l'horreur qui est plus tournée vers la science-fiction, on va penser par exemple à Those Dark Place, Mothership ou même le très récent jeu d'Alien qui je trouve rentre en quelque sorte dans le sous-genre horrifique de l'horreur cosmique. Vous savez, l'horreur en soi, même les sous-genres, il va comme avoir plusieurs sous-genres qui vont s'imbriquer dans la même gamme ou le même jeu. C'est rare qu'un ouvrage va seulement être approprié pour un seul type. Ça peut rentrer dans plusieurs catégories. Je trouve que Alien, il y a un très grand aspect tourné vers l'incompréhension face à l'ennemi. L'impossibilité de décrire, si on veut, qu'est-ce qui se déroule réellement sous les yeux des personnages, l'insignifiance de leur existence. Bref, je trouve que ça peut très bien s'y porter. On pense aussi, par exemple, à Delta Green, qui est une version beaucoup plus moderne de Call of Cthulhu, où ça va se dérouler plus dans nos jours, dans les années 90. Et là, c'est de mettre de l'avant aussi le côté conspirationnisme de l'horreur, qui, je trouve, est une version un peu différente de l'horreur cosmique, mais tout de même qui veut mettre de l'avant le fait qu'il se passe des grands schemes, des grandes choses en arrière du rideau et que les personnages ne peuvent pas vraiment avoir d'influence là-dessus et que c'est beaucoup trop gros pour eux. Donc, c'est un excellent jeu pour je trouve, pour ce sous-genre-là. Et finalement, Ten Candle, qui pour, on va dire, le plus expérimental, où vous allez jouer avec des chandelles, mais qui va éventuellement vous mener à la fin de votre existence, parce que c'est un jeu qui est très tourné vers ce sous-genre horrifique-là, où vos personnages ne sont que des faiblards qui vont éventuellement péter aux frettes, comme le dit l'expression québécoise. C'est ce qui conclut ma première vidéo sur un sous-genre horrifique, et celui-ci portait sur le sous-genre cosmique. On se revoit très prochainement pour un autre sous-genre. Il y en a une panoplie que je veux explorer durant tout le mois d'octobre, et j'espère que ça vous a plu. Je vous encourage à liker, partager, commenter, me faire savoir en commentaire si jamais vous avez d'autres jeux que vous dites « Hey, ça pourrait être... c'est du sous-genre, c'est de l'horreur cosmique ce jeu-là. » Ou vous pouvez me dire « Je suis pas trop d'accord, je pense que tel jeu, ça rentre pas dans cette catégorie-là. » Bref, laissez-moi savoir ce que vous en pensez, ça me fait toujours plaisir de discuter, et on se dit à la prochaine.